La proposition Netanyahou d'associer les pays arabes modérés au processus de paix avec les Palestiniens ne reçoit pour l'instant pas d'écho favorable. Rejet à Ramallah ainsi qu'à la Maison-Blanche où Netanyahou est attendu demain. Les frappes de la coalition contre l'État islamique s'intensifient en Irak et en Syrie. Pour la première fois, les Britanniques ont ciblé des positions des djihadistes aujourd'hui en Irak. Et la frontière turque est désormais directement menacée. À Hong Kong, les manifestants refusent d'écouter les autorités et restent mobilisés sur le pavé. La Grande-Bretagne convoque ce soir l'ambassadeur de Chine pour exprimer son inquiétude. Le Grand Direct, avec Jean-Charles Banou. Bonsoir à tous et on va revenir ce soir sur les réactions suscitées par le discours du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou aux Nations Unies. C'était hier soir en direct sur cette antenne, proposition visant notamment à tendre la main aux pays arabes dits modérés dans la région pour essayer de résoudre le conflit israélo-palestinien. Des réactions qui pour l'instant sont plutôt fraîches. On ira d'ailleurs dans un instant rejoindre nos envoyés spéciaux, que ce soit à Ramallah, justement au cœur du territoire palestinien où se trouvent Shai Ben Ari, Léa Berdugo et Amjad Abou Arafat. Et puis nous irons également à Jérusalem retrouver nos envoyés spéciaux également pour les 3 chaînes d'i24 News, Elliot Schenberg, Daniel Haïk et Sami Abou Diab. Je reçois également en direct et sur ce plateau Ali Waqued, bonsoir, expert du monde arabe et musulman pour i24 News, et Michael Horowitz, bonsoir, analyste en géopolitique, également spécialiste de cette région. On va débattre évidemment de tout cela et de toutes les propositions contenues dans le discours de Netanyahou. أن تتحدى العالم بأسره بشن حربها على غزة وكانت طائراتها ودباباتها وهي تغتال بوحشية الأطفال والنساء والرجال الفلسطينيين. It's clear that he has no intention to make peace with Israel, and it's not the first time. We must look not only to Jerusalem and Ramallah, but also to Cairo, to Amman, Abu Dhabi, Riyadh, and elsewhere. Ce discours donc de Benjamin Netanyahou, c'était hier soir. Voyons tout de suite en images quelles ont été les réactions à plusieurs des propos tenus par le Premier ministre israélien dans ce discours. Léa Berdugo. Benjamin Netanyahou, habitué des discours offensifs à l'ONU, n'a pas manqué à la tradition. Et cette fois encore, les réactions internationales sont vives, en cause notamment une comparaison entre le Hamas et l'État islamique. L'État islamique et le Hamas sont des branches du même arbre vénéneux. L'État islamique et le Hamas partagent une même croyance fanatique que tous les deux essaient d'imposer bien au-delà du territoire qu'ils contrôlent. À la veille d'une rencontre bilatérale entre Benjamin Netanyahou et Barack Obama, Washington a ouvertement critiqué cette rhétorique du Premier ministre. Pour la porte-parole de la Maison-Blanche, Jen Psaki, les deux mouvements ne sont pas comparables. Le Hamas et l'État islamique sont tous les deux considérés comme des organisations terroristes. Mais l'État islamique représente évidemment une menace différente pour les pays occidentaux et les États-Unis. Le Hamas, de son côté, rejette cette accusation. Pour un des porte-parole du mouvement, l'organisation tient uniquement un rôle de résistance. Les déclarations de Benjamin Netanyahou insinuant que le Hamas et l'État islamique sont les deux faces de la même pièce, c'est une tentative de déformation. Le Hamas est un mouvement indépendantiste palestinien. Netanyahou, lui, est un tueur d'enfants. Il n'a pas le droit de parler de démocratie ou de liberté. Israël est le leader de la terreur dans le monde. Pour l'Organisation de libération de la Palestine, le discours du Premier ministre israélien est uniquement une stratégie pour gagner du temps.
Il veut gagner du temps pour prendre plus de terres, pour détruire les chances d'un État palestinien, tout en étant salué pour son investissement pour la paix, en formant une alliance avec le monde arabe. Je ne pense pas que le monde soit naïf. Je pense que le monde connaît la raison pour laquelle il existe un conflit avec le monde arabe. C'est l'occupation de la Palestine par Israël. Dans son discours, Benyamin Netanyahou a une nouvelle fois dénoncé l'offensive de charme des Iraniens dans le cadre des discussions sur le nucléaire, ce à quoi les États-Unis ont répondu que si un accord était établi, ce ne serait pas le résultat d'une offensive de charme, mais qu'il serait basé uniquement sur des faits. Les discussions doivent d'ailleurs se poursuivre jusqu'au 24 novembre. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite, mais on va tout de suite faire un crochet par Ramallah, donc là où les réactions palestiniennes ont été les plus virulentes. On va retrouver Léa Berdugo qui est sur place. Bonsoir. Donc Léa, on vous retrouve en direct de Ramallah. Réaction, on le disait, extrêmement vive, hein, évidemment, de la part des Palestiniens. Oui, exactement. Alors de la même manière que le discours de Mahmoud Abbas a suscité de vives réactions et beaucoup de colère en Israël, eh bien celui de Benyamin Netanyahou a conduit à de violentes réactions ici dans les territoires palestiniens. Alors pour certains habitants de Ramallah, il faut maintenant rompre tout contact avec les Israéliens puisque le gouvernement de Benyamin Netanyahou ne constitue en aucun cas un partenaire pour la paix. Pour d'autres Palestiniens résidant ici, il faut donc rompre les contacts, mais depuis la reprise des négociations, eh bien, les implantations israéliennes ont proliféré et les arrestations des Palestiniens en Cisjordanie se sont multipliées. C'est donc pour eux le signe que le gouvernement israélien ne souhaite pas la création d'un État palestinien à côté de l'État israélien. Mais vous l'avez dit, les réactions les plus violentes viennent des dirigeants palestiniens eux-mêmes. Saeb Erekat a même comparé aujourd'hui Benyamin Netanyahou à Abou Bakr el-Baghdadi, le chef de l'État islamique. Selon le négociateur palestinien, Benyamin Netanyahou soutient des terroristes qui tuent, brûlent et détruisent des mosquées, comme les hommes d'el-Baghdadi tuent et terrorisent. Et évidemment, le Hamas a rejeté cette comparaison avec l'État islamique et il s'agissait pour le mouvement islamiste d'une tentative de déformation de la part du Premier ministre. Alors que pense-t-on côté palestinien, Léa, justement de cette idée d'associer les pays arabes modérés de la région au processus de paix ? Là encore, les réactions sont rudes. Selon l'Organisation de libération de la Palestine, l'OLP, c'est un moyen pour Benyamin Netanyahou de se donner bonne conscience et d'amadouer la communauté internationale. Mais on l'a entendu dans le sujet, selon une porte-parole de l'OLP, cette tentative de Benyamin Netanyahou, le monde n'est pas dupe et le monde sait que la raison pour laquelle Israël est en conflit avec les pays arabes, c'est l'occupation de la Palestine par Israël, a-t-elle dit. Elle a accusé Benyamin Netanyahou de propos mensongers et a dit qu'il était à côté de la réalité puisqu'il refusait de reconnaître cette occupation, ces massacres et ces crimes de guerre, a-t-elle déclaré. Elle faisait référence au récent conflit à Gaza. D'ailleurs, un sondage a été effectué par un institut palestinien en Cisjordanie et à Gaza. Alors à la question si le blocus de Gaza se poursuivait, seriez-vous pour une reprise des tirs de roquettes sur les villes israéliennes ? 80% des interrogés ont répondu oui. C'est bien là le signe d'une extrême tension entre Palestiniens et Israéliens. Merci Léa Berdugo, donc en direct de Ramallah, Ali Waked, Michael Horowitz. Donc cette idée finalement soulevée par Benyamin Netanyahou, est-ce qu'elle est vraiment réaliste aujourd'hui ? Parce qu'on voit bien que les pays arabes modérés qui étaient évoqués hier ne réagissent pas non plus. On va peut-être ce soir moins analyser et plutôt essayer d'être collé au fait. Benyamin Netanyahou a mentionné 4 capitales arabes, Riyad, Abu Dhabi, Le Caire et je sais pas c'était qui. Amman. Et Amman. Et aujourd'hui, on a parlé avec des sources diplomatiques au ministère des Affaires étrangères en Jordanie et en Égypte, au Caire. Et dans les deux côtés, on a entendu la même réaction presque identique. Le monde arabe ne sera en
en aucun cas un moyen pour contourner le processus de la paix entre Israël et les Palestiniens. Benjamin Netanyahou doit négocier directement, soit directement avec l'OLP et le président Abbas, soit dans le cadre d'une conférence internationale avec les Palestiniens, mais il ne peut en aucun cas compter sur le monde arabe pour contourner les Palestiniens et le fait que les Israéliens ont des obligations à respecter. Ça, c'est une réaction au sein du monde arabe. Des dirigeants arabes ont appelé le président Abbas Abou Mazen pour le tranquilliser qu'il n'y a aucune chance que le monde arabe se servira de moyens pour permettre au Premier ministre israélien de contourner le trajet avec les Palestiniens. Et encore, selon les Palestiniens, des dirigeants et des représentants occidentaux à Ramallah et à l'Assemblée générale ont contacté la délégation palestinienne pour la rassurer. Il n'y a pas moyen à ce que Benjamin Netanyahou ouvre un processus avec les pays arabes sur le dos ou aux dépens des Palestiniens. Ouais. Michael Horowitz, c'est donc, à votre avis, une stratégie de la part de Benjamin Netanyahou là, pour essayer d'étouffer un peu plus Mahmoud Abbas? Oui, c'est une stratégie qui vise, à mon avis, bien plus à solidifier l'alliance qu'on a vue durant l'opération Bordure Protectrice. Netanyahou avait dit, vous vous rappelez, que l'opération Bordure Protectrice avait créé des opportunités. Ces opportunités, c'est l'opportunité qu'il est en train de saisir en ce moment, c'est-à-dire l'opportunité de créer des liens avec les pays, avec les capitales qui ont été citées, qui sont considérés comme des pays arabes modérés, qui sont aussi des pays qui ont officiellement ou officieusement soutenu, ou en tout cas ont été vus comme soutenant Israël durant l'opération. Et donc, Israël tente de se placer dans cette région qui est de plus en plus divisée entre les pays qui sont vus comme modérés et les pays qui sont vus comme des supporters, des financiers pour l'extrémisme radical islamique. Et donc, Israël essaye de se placer dans cette alliance-là. Mais le problème, si vous voulez, c'est toute la limite du raisonnement de Netanyahou, c'est que vous avez aujourd'hui une alliance qui est une alliance de circonstances. Et que donc, on voit aujourd'hui avec les déclarations de ces capitales que cette alliance a ses limites, qu'elle, si vous voulez, elle est limitée à certains dossiers particuliers sur lesquels Israël et ces pays-là ont un accord, ont des intérêts communs, mais que sur d'autres, ils ont des intérêts complètement divergents. Il y a une sorte de tabou, parce qu'on a vu par exemple le ministre koweïtien des Affaires étrangères dire « mais non, jamais je n'ai eu de contact avec Tzipi Livni à New York », comme a circulé l'information de cette rencontre secrète entre des ministres. Qu'en est-il? Ce qui prouve encore, et là encore, il s'agit de Tzipi Livni et ne pas de Avigdor Lieberman, par exemple. Ce qui prouve que le monde arabe est encore très sensible au contact direct avec Israël et que le seul moyen de réunir le monde arabe avec les Israéliens, s'il ne s'agit pas des rendez-vous secrets concernant le dossier iranien, par exemple, on sait sur des contacts entre Israël et l'Arabie saoudite concernant le dossier nucléaire iranien, malgré le fait que les deux côtés ont toujours nié, mais presque tout le monde en parle. Donc, le monde arabe... le fait qu'il y a des intérêts communs concernant le dossier nucléaire iranien, c'est une chose importante, c'est une chose que les Israéliens, le Premier ministre, doivent encore en investir pour construire une coalition face à l'Iran, mais essayer d'investir et de tirer de cette alliance concernant le dossier iranien sur le trajet palestinien, à mon avis, il a tort, M. Netanyahou. Pour les Occidentaux, pour les pays arabes modérés, l'autorité palestinienne, l'OLP, est un acteur très important dans cette guerre contre l'islamisme radical, dans cette guerre contre les frères musulmans. On ne va pas oublier qu'il y a quelques semaines, c'était les services secrets israéliens qui ont révélé le fait que le Hamas a essayé de bouleverser le pouvoir de l'autorité palestinienne. Le Hamas qui est vu par l'Arabie saoudite, par les Émirats unis, etc., d'être une partie intégrale de cette confrérie musulmane. Donc Benjamin Netanyahou, ici, à mon avis, a raté sa
chance d'ouvrir une chaîne directe au monde arabe et aux dirigeants arabes. Le fait qu'il a mêlé M. Abbas au Hamas, à l'État islamique, a perdu Benjamin Netanyahou la crédibilité qu'il a gagnée au sein d'une partie des élites arabes, au sein d'une partie des dirigeants au monde arabe qui ont partagé avec Israël une certaine vision, non pas seulement par rapport à l'Iran, mais par rapport au radicalisme islamique qui a été présenté par le Hamas dans cette opération à la bande de Gaza, comme par l'État islamique. N'empêche que, encore, les pays arabes séparent entre l'État islamique et entre le Hamas. Le Hamas n'a pas des intentions concernant les pays arabes, au moins sur le court terme et sur le moyen terme. Donc si Benjamin Netanyahou veut ouvrir les portes au monde arabe, à mon avis, Ramallah doit être la station par laquelle il doit passer. Ouais, vous êtes d'accord, Michael Horowitz? Il a eu tort de faire cet amalgame, de mettre Abbas, le Hamas et... Je crois que l'amalgame est malvenu si vous comprenez la politique actuelle et la menace que fait peser l'État islamique sur les pays vers lesquels Netanyahou, vis-à-vis desquels Netanyahou voudrait se rapprocher. Lorsque vous regardez l'État islamique, pour l'Arabie Saoudite, l'État islamique est arrivé à sa frontière. Dire que le Hamas est une menace tout aussi concrète, tout aussi urgente que le Hamas pour l'Arabie Saoudite, par exemple, si vous voulez, c'est faire un amalgame que l'Arabie Saoudite ne pourra pas accepter. D'autant plus que vous avez toujours, si vous voulez, si vous avez un changement au niveau des gouvernements, si vous avez des contacts au niveau du renseignement, etc., la population, elle, reste très réfractaire au contact direct, et d'où ce que vous avez cité, c'est-à-dire que les contacts potentiels avec Israël restent toujours secrets, restent toujours cachés, et vous ne pouvez pas transformer une attitude officieuse en une attitude officielle. Ouais. Ça veut dire que ce processus aujourd'hui, finalement, s'il est coincé par les rapports que Abbas et Netanyahou n'ont plus, puisque visiblement ça ne colle plus du tout, à votre avis, comment est-ce qu'il peut être relancé aujourd'hui encore? Est-ce qu'il y a une porte peut-être secrète ou pas? Ou est-ce que l'Égypte peut être cet intermédiaire là aussi encore? L'Égypte peut être cet intermédiaire, mais est-ce que les propos de M. Netanyahou que se retirer des territoires signifie la reprise de contrôle sur ces territoires par des mouvements extrémistes islamiques, signifie pour Israël une nouvelle stratégie? Est-ce que le fait que M. Abbas, dans son discours, a présenté un divorce avec Israël, avec le Premier ministre Netanyahou, en disant que plus de négociations bilatérales avec le côté israélien et que le seul moyen de négocier avec les Israéliens, c'est dans le cadre international, sous la tutelle internationale, et si ça ne va pas se passer, donc il y a toujours le tribunal pénal international. Donc d'un côté, M. Netanyahou, il vise le monde arabe, de l'autre côté, M. Abbas, il s'adresse à la communauté internationale, et je ne vois pas pour le moment comment est-ce que et la communauté internationale et le monde arabe peuvent rapprocher les positions des Palestiniens et des Israéliens. À mon avis, on a besoin d'un miracle pour essayer de relancer. Au moins, il y aura pas, ce miracle n'aura pas lieu avant les élections aux États-Unis en novembre pour le Congrès, avant de voir c'est quoi les résultats de cette campagne, les résultats premiers de cette campagne anti-État islamique d'un côté et les négociations entre Israël, entre la communauté internationale et l'Iran sur son dossier nucléaire. Ouais, il y aura l'Iran également. Vous voulez rajouter un mot là-dessus avant qu'on aille à Jérusalem, Michael Horowitz? Oui, si vous voulez, il faut aussi se placer dans le contexte du discours qu'a fait Mahmoud Abbas et que vous avez rappelé, qui est un discours qui est très offensif, qui a tranché avec les discours qui ont été prononcés auparavant. Mahmoud Abbas a prononcé des mots qui étaient très 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 durs contre Israël. Il a parlé de crimes de guerre, il a parlé de génocide. Ce sont des mots qui sont généralement pas du vocabulaire de M. Abbas. Et ça prouve qu'on est dans une situation en fait, qui est assez dangereuse, qui a été prouvée, si vous voulez, par le sondage qui a été publié, dont vous avez parlé. C'est-à-dire que vous avez une situation où Mahmoud Abbas est obligé de lancer une offensive diplomatique à défaut de pouvoir faire comme le Hamas une offensive militaire. Donc vous êtes dans une situation qui est au final assez dangereuse, où même les modérés, ou ceux que vous avez appelés les modérés, ne sont pas forcément des modérés, ou
vont tendre à devenir un peu plus agressifs. Alors on va aller à Jérusalem justement retrouver Daniel Haïk, autre envoyé spécial ce soir pour i24 News. Daniel, donc en direct de Jérusalem, bonsoir. Comment ce discours de Benyamin Netanyahou justement a été perçu en Israël? Est-ce qu'il a reçu notamment de la part de cette droite dure, que l'on appelle dure, en tout cas un écho favorable? Écoutez, Jean-Charles, dire que la classe politique israélienne a réagi massivement à ce discours de Benyamin Netanyahou devant les Nations Unies serait tout à fait exagéré. Il y a des réactions, certes, mais elles sont relativement modestes. Ce que l'on peut dire qu'à discours sans surprise, eh bien réaction sans surprise. À droite, on salue, on applaudit le discours du Premier ministre, et à gauche, on critique, même si certaines des critiques sont plutôt voilées. À droite, par exemple, Yariv Levin, le président de la coalition gouvernementale du Likoud, affirmait que Benyamin Netanyahou avait démasqué Mahmoud Abbas dans ce discours en prouvant qu'il ne pouvait pas être un partenaire pour la paix, tout au plus un partenaire pour le Hamas. Quant à Zeev Elkin, le président de la commission des affaires étrangères de la défense de la Knesset, il a affirmé que Benyamin Netanyahou avait apporté une véritable réponse au discours de mensonge prononcé par Mahmoud Abbas la semaine dernière à la tribune des Nations Unies. Zahava Galon, la présidente du parti Meretz, cette fois à gauche, donc a critiqué le discours de Benyamin Netanyahou en affirmant que Benyamin Netanyahou répétait un discours dont le ton était connu, un discours visant à effrayer la population, à effrayer son public, et que cela était dans les habitudes du Premier ministre. Le président du parti travailliste, Yitzhak Herzog, qui est aussi président de l'opposition, lui a reconnu qu'il pouvait partager une partie de l'argumentaire de Benyamin Netanyahou, mais il a affirmé que finalement, sur le fond, cela ne changeait rien. Le monde ne nous écoute plus, a déclaré donc une députée Yitzhak Herzog. Et puis la députée Sheli Yechimovic, qui l'a précédée à la présidence du Parti travailliste, a été un peu plus cinglante. J'aurais pu imaginer que Benyamin Netanyahou profite de cette occasion de s'exprimer devant les Nations Unies pour présenter un plan de paix audacieux, mais au lieu de cela aurait été une réponse adéquate à Mahmoud Abbas, mais Benyamin Netanyahou est resté égal à lui-même. Benyamin Netanyahou, a-t-elle dit, ne rate jamais une occasion de rater une occasion. C'est une paraphrase d'une formule célèbre du député, du diplomate, du premier diplomate mythique de l'État d'Israël, Abba Eban, qui avait exprimé ce même genre de termes à propos des Palestiniens. Et puis, si vous me permettez, une réaction qui n'est pas une réaction d'un Israélien, mais qui est une réaction d'un homme qui compte, on peut dire au sens propre et au sens figuré, celle de Sheldon Adelson. Sheldon Adelson, c'est un des juifs américains les plus riches au monde. C'est le propriétaire du journal Israël Hayom, qui est le journal le plus proche de Benyamin Netanyahou en Israël. C'est un journal gratuit. Et Sheldon Adelson, qui était hier donc dans l'enceinte de l'Assemblée générale des Nations Unies, lui a affirmé que, d'un ton sarcastique, finalement, il était un peu déçu par la prestation de son protégé, en affirmant qu'il n'a pas compris pourquoi Benyamin Netanyahou avait passé tant de temps à parler du conflit israélo-palestinien, alors que pour lui, il est clair depuis longtemps qu'il n'y a aucun espoir de ce côté-là. Merci Daniel Haïk, en direct de Jérusalem. On vous retrouvera tout à l'heure pour évoquer l'entretien Obama-Netanyahou qui a lieu demain à Washington. Alors on va entendre maintenant bien quelques réactions d'Israéliens recueillies tout à l'heure par Maxime Perez à propos de ce discours de Netanyahou et de cette proposition de faire appel finalement aux pays arabes modérés. Écoutez, regardez. Je crois que les pays arabes doivent arriver à une entente avec nous. D'abord, qu'ils nous reconnaissent, qu'ils reconnaissent le droit du peuple juif à vivre sur sa terre. Ensuite, nous pourrons parler avec eux. Chacun veut montrer qu'il est fort dans son propre camp, Mahmoud Abbas, comme Benyamin Netanyahou. Mais il faut un médiateur entre les deux hommes. Ça peut être par exemple les États-Unis. Ce sont eux qui imposeront une solution en fin de compte. Bien sûr qu'il faut arriver d'abord à un accord avec eux et ensuite avec les Palestiniens, car ce sont les pays arabes qui transfèrent des fonds à l'autorité palestinienne. Plutôt que de faire la paix avec les Palestiniens, on tourne autour du pot depuis pas mal d'années et on ne règle aucun problème. Si l'un des grands pays arabes décide que c'est la nouvelle politique, qu'il faut parler avec Israël, alors ils s'aligneront sur cette position.
Voilà donc pour ces réactions. Il y a un calendrier aujourd'hui qui finalement est assez flou. On sait que des négociations doivent reprendre fin octobre au Caire avec le Hamas de manière indirecte. Est-ce que ça peut enclencher quelque chose? Est-ce qu'on peut envisager justement un nouveau durcissement de la situation? Ça peut donner un signe sur les intentions et du côté palestinien, mais surtout du côté israélien. Pour les Égyptiens, il ne s'agit pas de négocier avec le Hamas. Il s'agit de mettre en place l'entente interpalestinienne sur le fait que c'est l'autorité palestinienne qui sera désormais la responsable des frontières avec Israël et avec l'Égypte. Et bien sûr, on attend la réaction israélienne. Est-ce que le fait que l'Égypte, le médiateur égyptien, va apporter cette nouvelle à la table de négociation, le fait qu'il y a une adresse sécuritaire, une adresse politique nouvelle, contraire au Hamas, est-ce que ça va apporter une position israélienne plus flexible, ou est-ce que dans le cadre de sanctionner Abou Mazen pour son discours, Israël va continuer à refuser toute négociation avec les Palestiniens? Maintenant, pour les Égyptiens, Abou Mazen est un acteur clé, c'est l'acteur que l'Égypte veut voir à sa frontière et en même temps se débarrasser du Hamas. La direction palestinienne représentée par Abbas et l'Égypte doute encore du fait qu'Israël préfère garder le status quo à la bande de Gaza, donc le Hamas comme acteur qui peut servir de temps en temps les intérêts israéliens. Michael Horowitz, sur justement ce que peut faire Israël là maintenant dans les semaines qui viennent avec le Hamas? Le problème, si vous voulez, c'est qu'avec le discours de Mahmoud Abbas qui a été très, très offensif, je vois mal comment Israël pourrait réagir sans, si vous voulez, sans mettre en danger les négociations qui sont aujourd'hui en cours. De toute façon, si vous voulez, le problème, c'est que les demandes qui ont été faites par le Hamas, elles sont inacceptables pour Israël. Elles sont conditionnées, si vous voulez. Donc les demandes dont on se rappelle, qui sont la demande de la construction d'un port, la demande de la construction d'un aéroport, ces demandes, elles sont conditionnées par la démilitarisation, pour Israël en tous les cas, de la bande de Gaza, une démilitarisation qu'on ne verra sans doute jamais, en tous les cas, qu'on ne voit pas se profiler à l'horizon. Et donc, Israël doit compter à la fois avec Mahmoud Abbas, mais en même temps, Mahmoud Abbas, lui, est dans une position où il doit se placer comme un acteur offensif vis-à-vis d'Israël, parce que les sondages vis-à-vis, si vous voulez, dans la population palestinienne sont très, très faibles pour ce qui est de Mahmoud Abbas. Et le Hamas a gagné en popularité, non pas à Gaza, puisque la population de Gaza a subi les conséquences directes de l'opération de bordure protectrice, mais en Cisjordanie, c'est-à-dire le fief de Mahmoud Abbas. Et vous avez donc un Mahmoud Abbas qui est, entre guillemets, forcé de passer à l'offensive face à si vous voulez, un gouvernement israélien qui, lui, ne peut pas accepter cette offensive diplomatique. Ouais. Et il y aura... De toute façon, Jean-Charles, mi-octobre, cette conférence au Caire pour la reconstruction de la bande de Gaza. Et l'effort palestinien, c'est de mettre en face Israël et la communauté internationale face à ce processus de la reconstruction de la bande de Gaza, que l'autorité palestinienne espère va déboucher à un accord palestino-israélien sur un cessez-le-feu de long terme. Ce que j'ai entendu au Caire aujourd'hui, c'est que la question de la démilitarisation, comme a dit M. Horowitz, va être de l'autre côté de la demande des Palestiniens de construire le port et l'aéroport. L'important pour l'Égypte, c'est de voir une entité palestinienne différente du Hamas, une entité qui permettra et à l'autorité palestinienne et à l'Égypte de demander aux Israéliens d'entamer un vrai processus de paix avec un calendrier très clair. Merci Ali Waked, merci Michael Horowitz, merci à tous les deux. Suite du Grand Direct dans un instant. On évoquera la situation toujours très instable en Syrie et en Irak. Les frappes visant l'État islamique avec aujourd'hui la participation de chasseurs britanniques pour la première fois. Au lendemain de son discours à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies, Benyamin Netanyahou poursuit son voyage aux États-Unis. Il est attendu demain à la Maison-Blanche pour un entretien avec Barack Obama qu'il n'a plus rencontré depuis le mois de mars. Relation plutôt tendue désormais entre les deux hommes. On en parlera.
Les frappes de la coalition contre l'État islamique qui s'intensifient à la fois en Irak et en Syrie. La frontière turque est désormais directement menacée par l'avancée des djihadistes. À Hong Kong, les manifestants refusent d'écouter les autorités et restent mobilisés sur le pavé. La Grande-Bretagne convoque ce soir l'ambassadeur de Chine et exprime son inquiétude. L'État islamique est donc attaqué sur plusieurs fronts. Les Kurdes d'Irak ont lancé une grande offensive terrestre contre les djihadistes aujourd'hui, alors que pour la première fois, des chasseurs britanniques ont participé à des frappes aériennes visant ces mêmes djihadistes de l'État islamique. Alors qu'en Syrie, eh bien, de nouvelles frappes aériennes ont été menées, cette fois tout près de la frontière turque, là où l'État islamique assiège plusieurs villes kurdes. Le récit de Leslie Rezoug. Des efforts partagés et des actions militaires coordonnées, les combattants kurdes, les Peshmerga et les États-Unis continuent leur combat commun contre l'État islamique en Syrie. Dans la nuit de lundi à mardi, la coalition a mené par 2 fois des frappes aériennes contre les membres du groupe djihadiste. Ce dernier avance en effet dangereusement vers la ville d'Ain al-Arab, l'une des plus importantes localités de la communauté kurde à la frontière avec la Turquie. Et ce n'est pas tout, la coalition a aussi frappé des positions djihadistes près de Tal Abyad, dans la province de Raqqa, le principal fief de l'État islamique. En parallèle des frappes américaines, les combattants kurdes ont quant à eux lancé une offensive sur 3 fronts dans le nord de l'Irak pour contrer l'avancée des djihadistes. Et même en Turquie, les conséquences de l'offensive se font sentir. 3 obus de mortier sont tombés côté turc. Auparavant réticent à combattre les djihadistes sur le terrain, le Parlement pourrait voter jeudi pour rejoindre la coalition. Les frappes américaines en Syrie ont débuté le 23 septembre. Il y en aurait déjà eu plus de 4000. Ces sorties comprennent notamment des frappes ciblées, mais aussi des vols de surveillance et du ravitaillement. Alors justement, on va essayer de dresser un premier bilan de ces opérations militaires, parce que pour l'instant, les bilans sont très incertains, imprécis. On parle d'environ 200 djihadistes de l'État islamique qui auraient été tués. On est en ligne avec Jacques Neria, expert militaire. Bonsoir Jacques. Oui, bonsoir. Est-ce que vous avez une idée justement de la manière dont l'État islamique se protège de ces frappes aériennes pour l'instant? Est-ce qu'il est vraiment touché par ce qui se passe? Écoutez, pour l'instant, il semblerait qu'il ne soit pas tellement touché, quoi qu'il soit sous pression. La preuve est, c'est que ces combattants sont pas plus loin que 3 km au-delà de la grande ville kurde que vous avez citée, qui a été citée tout à l'heure, la Ain al-Arab, ou bien Kobané en kurde. Et donc c'est dans cette perspective que les forces kurdes ont lancé cette offensive du côté ouest, au nord de Mossoul et au sud de Kirkouk, pour essayer d'alléger, je dirais, la pression et de forcer l'État islamique à envoyer des renforts de ce côté-là pour laisser, je dirais, plus une occasion pour fortifier les positions à Kobané et tenir le coup, quoi. De ce point de vue-là, je dirais que l'État islamique est sous pression, effectivement. Il est attaqué, mais je ne pense pas que nous voyons une envergure, je dirais, d'une dimension colossale. Vous avez parlé de 4000, je dirais, sorties aériennes. De ces 4000, il y a 25% au moins qui sont dans le ravitaillement et un autre 25% qui sont dans la reconnaissance. Et finalement, les frappes ciblées sur le terrain ne sont pas plus que quelques centaines. Et tout cela, si vous prenez un chiffre, par exemple, l'aviation américaine a frappé en Syrie 66 fois et les aviations arabes qui étaient avec ont participé pour 23 sorties. Donc ce ne sont pas des chiffres énormes pour l'instant. Ouais. Alors il semblerait également, selon certains observateurs en Syrie, que l'État islamique fasse un peu comme le Hamas à Gaza, c'est-à-dire se mélange désormais aux civils pour essayer évidemment de cacher son matériel et ses soldats. Tout à fait. Ce n'est pas nouveau, cela date déjà depuis le début des opérations américaines. Les combattants de l'État islamique ont préféré laisser leurs uniformes pour s'habiller en civil. De notre côté, il faut quand même tenir des positions, il faut utiliser du matériel. Une fois que ce matériel sort de la ville, de Mossoul ou de Raqqa ou de Deir ez-Zor, qui sont les fiefs de l'État islamique, ils deviennent automatiquement des cibles pour les Américains. Donc on ne peut pas trop cacher, parce que d'un côté il faut avancer,
il faut manier et donner une expression à sa force militaire. Et de notre côté, il faut se cacher. Mais dans ce conflit-là, l'État islamique n'a pas le choix. Il est tout simplement exposé. Merci Jacques Neria, donc en direct, expert militaire sur i24 News. Alors on vient de parler de la Turquie qui a longtemps été accusée de jouer un double jeu vis-à-vis de l'État islamique et qui veut donc maintenant se joindre concrètement à cette coalition. La Turquie a déjà massé des troupes importantes à la frontière syrienne, là où donc l'État islamique est en train de progresser dans la zone kurde. Enan Saousan avec Julia Ganancia. La Turquie compte bien jouer un plus grand rôle dans la lutte contre Daesh, l'État islamique. Elle prévoit en effet de déployer des forces terrestres de l'autre côté de la frontière, en Syrie et en Irak. Le gouvernement turc a d'ores et déjà déposé un projet de loi à cet effet au Parlement. S'en suivra une série de débats à l'Assemblée qui, selon des sources gouvernementales, devraient mener à l'approbation du projet. Plusieurs mesures importantes doivent être prises. La première est de définir une zone d'exclusion aérienne et d'en assurer la sécurité. Deuxièmement, il faudra établir une zone sécurisée à l'intérieur du territoire syrien. Mais certains dirigeants de l'opposition turque rejettent l'éventualité d'une intervention militaire en Syrie. Et ils entendent bien faire basculer le vote. Le gouvernement d'Ankara avait certaines réticences quant à l'option militaire, craignant de voir se renforcer les ambitions indépendantistes des minorités kurdes en Turquie, mais également en Syrie et en Irak. La Turquie avait interdit aux Kurdes du pays de franchir la frontière pour rejoindre les Kurdes de Syrie, afin d'éviter de consolider le PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan. Mais après la libération des otages kurdes le 20 septembre dernier, le gouvernement turc pourrait bien vouloir agir contre Daesh aussi vite que possible. Et puis on vient de l'apprendre, un ministre algérien annonce que plusieurs des ravisseurs de l'otage français qui a été décapité il y a quelques jours, Hervé Gourdel, ont été identifiés. Pas de précision sur leur identité, mais ils appartiennent tous donc à ce groupe islamiste qui a fait allégeance à l'État islamique. La Grande-Bretagne, elle envisage de durcir sérieusement sa législation contre les groupes islamistes implantés sur son sol. 2 pays sont déjà en proie à une lutte contre ces menaces terroristes liées à la Syrie. Il s'agit de l'Australie et de la Belgique. La Belgique, où le parquet a requis aujourd'hui une peine de 15 ans de prison contre le chef du principal réseau chargé de recruter des djihadistes dans le pays avant de les envoyer en Syrie. Elsa Mourgue. C'est un procès sous haute sécurité qui s'est ouvert lundi en Belgique. Pas moins de 46 personnes sont accusées d'appartenance à une organisation terroriste, le groupe Sharia for Belgium, réputé pour envoyer ses fidèles combattre en Syrie. L'organisation, fondée en 2010, a été dissoute par les autorités belges en 2012, mais plusieurs personnes lui sont toujours affiliées. C'est le cas de ce jeune homme, Jejoen Bonting, dont le portrait avait fait la une en Belgique. Son père, qu'il avait reconnu sur une vidéo postée par les djihadistes, était parti à sa recherche en Syrie et l'avait finalement ramené. Nos attentes sont très élevées. Cette procédure est importante, non seulement pour nous, mais pour toute la Belgique et même au niveau international. Seuls 8 des 46 accusés étaient présents au procès, les autres étant probablement toujours en Syrie pour la plupart. Les autorités belges estiment que sur les quelques 400 Belges partis au djihad, 10% seraient liés à Sharia for Belgium. Dans le même temps, ce mardi, la police australienne a de nouveau procédé à des perquisitions et à l'arrestation d'un homme suspecté de financement. L'opération d'aujourd'hui a impliqué plus de 100 policiers de Victoria, ainsi que la police fédérale australienne. Les mandats de perquisition ont été l'aboutissement d'une enquête de 8 mois, nommée Opération Owen Salzburg, qui avait commencé grâce à des informations fournies par le Bureau fédéral des États-Unis. D'après Interpol, 1300 djihadistes étrangers provenant de 33 pays seraient actuellement combattants en Irak ou en Syrie. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté une résolution pour enrayer ce phénomène la semaine dernière. Retour maintenant à la visite du Premier ministre israélien aux États-Unis. C'est demain à la Maison-Blanche que Barack Obama va recevoir Benjamin Netanyahou. Première entrevue entre les deux hommes depuis le mois de mars dernier. Entre-temps, il y a eu l'opération d'Israël à Gaza et puis la guerre déclenchée contre l'État islamique, ce qui a changé considérablement la donne du Proche-Orient et même les relations entre les deux dirigeants qui restent toujours aussi peu chaleureuses, comme nous le rappelle Elsa Mimoun.
Que les choses soient claires, le statu quo en Cisjordanie et dans la bande de Gaza n'est pas durable. Le ton est donné. Après avoir abordé tour à tour les sujets brûlants de l'actualité, Barack Obama n'a pas oublié de mentionner le conflit israélo-palestinien lors de son discours à l'ONU. L'occasion de rappeler la position des États-Unis, la reprise du processus de paix pour une solution à 2 États. Nous savons également qu'il faudra faire preuve d'initiative pour résoudre le conflit israélo-palestinien. Ce conflit a trop longtemps servi de prétexte pour détourner l'attention des problèmes et de la violence qui engloutissent la région. Nous ne pouvons nous détourner de ces efforts, pas un moment où des milliers de roquettes sont tirées vers des Israéliens innocents et au moment où tant d'enfants palestiniens ont été tués à Gaza. Tant que je serai président, nous défendrons le principe selon lequel il y aura plus de justice et de sécurité lorsque 2 États israéliens et palestiniens vivront côte à côte et en paix. Barack Obama rencontrera le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou mercredi à la Maison-Blanche afin de soulever les suites de l'opération Bordure Protectrice, la reprise du processus de paix, mais aussi la question du nucléaire iranien et la menace de l'État islamique. Autant de thèmes qui risquent de mettre en exergue les divergences entre les 2 hommes. Leur dernière rencontre date du mois de mars 2014. À l'époque, l'administration Obama avait tenté de trouver une solution viable avant que les négociations de paix ne s'effondrent quelques semaines plus tard. En cause, des désaccords profonds entre Israéliens et Palestiniens, le gouvernement d'union nationale Fatah et Hamas et de profondes divergences entre l'administration américaine et Jérusalem, malgré de nombreux allers-retours dans la région de John Kerry. Reste à voir si les relations ponctuées de tensions entre les 2 hommes prendront le dessus ou si un nouvel horizon politique pourrait voir le jour en cette rentrée de septembre. Alors on va retourner justement à Jérusalem, retrouver Daniel Haïk qui est donc sur place. Daniel, que va demander finalement, de quoi vont parler principalement demain Benyamin Netanyahou et Barack Obama? Est-ce que c'est l'Iran ? Écoutez, d'abord Jean-Charles, pour essayer de comprendre les relations entre Benyamin Netanyahou et Barack Obama, il faut savoir que les 2 hommes ne s'apprécient guère, c'est le moins que l'on puisse dire. Il y a eu dans l'histoire, au cours des 6 dernières années, dans l'histoire des relations entre les 2 hommes, des rencontres extrêmement dures à la Maison-Blanche, même parfois humiliantes pour Benyamin Netanyahou. Et cette fois-ci, la rencontre de demain devrait se dérouler dans une constellation plus favorable, légèrement plus favorable pour le Premier ministre israélien, et ce pour 2 raisons. D'abord, parce qu'il y a une crise entre les États-Unis et les Palestiniens, entre Washington et Ramallah, depuis le discours incendiaire de Mahmoud Abbas. On n'a pas du tout apprécié à Washington, à la Maison-Blanche, ce discours. Et quelque part, d'une certaine manière, les Américains se trouvent dans une position plus favorable envers les Israéliens à la suite de ce discours. Il faut savoir que, par exemple, le Washington Post d'aujourd'hui a publié un éditorial dans lequel il exprime d'une certaine manière la colère des Américains, le Washington Post qui est proche de la Maison-Blanche, la colère des Américains envers Mahmoud Abbas, et l'éditorialiste du Washington Post affirme que finalement Mahmoud Abbas commettrait une erreur de se lancer dans des initiatives unilatérales qui seraient automatiquement repoussées, ce qui signifie que les Américains ont bien l'intention d'opposer leur veto à toute initiative palestinienne devant les instances internationales, devant les Nations Unies, le Conseil de sécurité. Donc ça, c'est le premier point positif. Le second point, eh bien, ce sont les élections du mi-terme qui approchent à grands pas au mois de novembre, et on sait que les démocrates sont dans une position difficile, et dans cette position difficile, face à cette position difficile, il est certain que le président américain ne voudra pas froisser Benyamin Netanyahou afin de ne pas faire le jeu des républicains qui ressortiraient renforcés à la suite de cette rencontre d'hier. Mais toutefois, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait de grandes accolades entre les 2 hommes. Ils vont effectivement, Jean-Charles, parler du dossier iranien, ils vont parler du processus de paix, une tentative peut-être encore une fois de relancer la machine du processus de paix avec les Palestiniens. Ils vont parler de Daesh. Le Premier ministre israélien va certainement refaire ce lien qu'il a fait hier dans son discours, et il est probable que Barack Obama lui explique qu'il n'a pas du tout l'intention de faire ce lien. On l'a senti à travers la réaction du département d'État américain au discours de Benyamin Netanyahou. Il n'est pas question de faire un lien, il y a une différence. À Washington, à la Maison-Blanche, on fait une différence entre
les organisations terroristes qui menacent les États-Unis comme Daesh et le Hamas qui apparemment ne menace pas les États-Unis ou même comme l'Iran qui ne menace pas les États-Unis. Et là, Benyamin Netanyahou devra se faire une raison et essayer d'obtenir un maximum de points de la part des Américains, un maximum de garanties concernant le dossier iranien, des garanties que les Américains céderont le moins possible face à l'Iran. On sait que la position de Benyamin Netanyahou est une position absolutiste qui n'est pas du tout partagée par les Américains. Et si Benyamin Netanyahou arrive à arracher à Barack Obama quelques garanties du fait que l'Iran ne sera pas un pays seuil du nucléaire, eh bien, on pourra dire qu'il rentrera à Jérusalem plutôt satisfait. Merci Daniel Haïk, donc en direct de Jérusalem et justement en direction Washington à présent avec cette grosse remise en cause au sein du Secret Service. Ce sont ces agents américains chargés de la protection de la Maison-Blanche. Ils ont reconnu aujourd'hui une faille sans précédent le 19 septembre dernier quand un suspect armé d'un couteau a réussi à s'introduire à l'intérieur même du bâtiment présidentiel. Cela n'arrivera plus, a promis aujourd'hui la chef de cette unité d'élite. On est en ligne depuis Washington avec notre correspondant Gilles Clarenne. Bonjour Gilles. Est-ce qu'on peut avoir le détail de ce qui s'est passé ce fameux 19 septembre ? Oui, alors pas mal de détails qui ont émergé de cette réunion à la Chambre des représentants, une réunion qui vient de se conclure. La chef des services de renseignement a évidemment reconnu que c'était inacceptable. Elle a promis que ces incidents ne se reproduiraient plus, mais il y a évidemment beaucoup de questions car ces derniers jours, eh bien, le scénario a changé, il y a eu des révélations. Par exemple, dans un premier temps, les services secrets avaient indiqué que l'homme qui s'était introduit, un ancien militaire de 42 ans, avait été interpellé directement au premier portique. Et puis le Washington Post hier lui disait non, l'homme a parcouru 2 salles une fois à l'intérieur de la Maison-Blanche. Alors pourquoi les services secrets ont mis si longtemps à intervenir ? Comment cet homme a-t-il pu déjouer la vigilance de 5 barrières de sécurité ? C'est évidemment toutes les questions qui ont été posées à la chef du service des renseignements aujourd'hui. Toutes les réponses n'ont pas été apportées, tout d'abord parce que l'enquête ne fait que commencer, et puis évidemment, étant donné que c'est les services de renseignement, tout n'est pas public. C'était la séance publique pour le moment, il y a une séance à huis clos qui va suivre, mais une des explications qui est déjà avancée, c'est qu'une alarme censée avertir d'une intrusion avait été désactivée à la demande de certains membres du personnel de la Maison-Blanche, une alarme qui était, selon eux, trop bruyante, et c'est cette alarme, normalement, qui signale eh bien, aux gardes l'arrivée d'un intrus, et la première réaction, normalement, c'est de se mettre à l'entrée principale de la Maison-Blanche, chose qui n'a pas été faite cette fois-ci. Merci Gilles Clarenne, affaire qui fait beaucoup de bruit. Donc aux États-Unis, vous êtes en direct de Washington. L'Iran a décidé d'apporter une aide militaire à l'armée libanaise. Jusqu'ici, Téhéran était surtout connu pour son soutien au Hezbollah libanais. Mais les tensions avec les djihadistes en Syrie amènent donc Téhéran à fournir du matériel lourd pour équiper cette armée libanaise. Ce fut l'un des enjeux décisifs de la dernière opération bordure protectrice à Gaza. L'armée israélienne a mis au jour, on s'en souvient, des dizaines de tunnels terroristes creusés entre Gaza et le territoire israélien. Cette menace, qui reste toujours présente dans les esprits, mobilise également les experts en sécurité du pays qui réfléchissent à une parade. Reportage Maxime Pérez. L'utilisation des tunnels, l'une des plus vieilles tactiques de la guerre moderne. Un problème auquel est confronté Israël depuis une dizaine d'années, à ses frontières, comme à Gaza. Jamais cependant cette question n'avait pris une telle importance au niveau militaire et politique. Au plus fort des combats contre le Hamas cet été, plusieurs tunnels ont servi à l'infiltration de commandos palestiniens en plein cœur du territoire israélien. D'autres ont été découverts et neutralisés à temps. S'agit-il pour autant d'une menace stratégique ? Les avis divergent. Oui, un attentat d'envergure stratégique peut survenir de ces tunnels. Mais ce n'est pas un problème stratégique. Toute la nuance est là. C'est un problème, un défi auquel il faut donner une réponse opérationnelle. Près de Tel Aviv, le centre interdisciplinaire de Herzliya accueillait cette semaine un panel d'experts sur la menace posée par les tunnels. L'occasion d'entendre ceux qui, depuis des années, militent pour une prise de conscience sur ce sujet. Le problème n'est pas technologique, il est structurel. Parce que le gouvernement n'est pas capable de dire qu'il s'agit d'une menace, que son traitement exige de nombreuses heures de travail et qu'il faut mobiliser tous les chercheurs à notre disposition.
N'espérez pas entendre bientôt la solution technologique au problème des tunnels. Des dizaines ont été proposées ces dernières années à l'armée israélienne et au ministère de la Défense, toutes analysées les unes après les autres sans totalement convaincre. Voilà pourquoi certains estiment qu'il faut appréhender cette menace autrement. Le grand avantage de la dernière offensive à Gaza, c'est qu'elle a servi de terrain d'essai où pour la première fois, Tsahal a opéré pour démanteler une menace souterraine. L'armée a acquis une expérience dont elle ne disposait pas avant. Hier à Gaza, demain à la frontière libanaise, la menace des tunnels promet d'occuper l'armée israélienne encore de nombreuses années, avec ou sans moyens technologiques pour y faire face. L'Afghanistan et les États-Unis ont enfin trouvé un accord bilatéral sur la sécurité, accord qui coïncide avec l'intronisation du nouveau président afghan Ashraf Ghani. L'Afghanistan accepte la présence sur son sol de 12 500 soldats étrangers. Cet accord qui vise à empêcher le retour des talibans au pouvoir par la force est qualifié ce soir d'historique par Barack Obama. À Hong Kong, les manifestants restent mobilisés et refusent de quitter le pavé, comme le leur demandent les autorités locales. Présence symbolique maintenue donc, alors que la Chine va célébrer demain sa fête nationale. Julia Ganancia. Sous la pluie, la résistance. Les protestataires jurent d'occuper le cœur de la ville tant qu'ils n'obtiennent pas les réformes politiques qu'ils attendent. Principale raison de leur colère, la décision de la Chine d'accorder le suffrage universel pour l'élection du chef de l'exécutif en 2017, tout en gardant le contrôle des candidatures. Le mouvement est partout sur les réseaux sociaux où l'on l'appelle la révolution des parapluies et dans la rue où tout le monde se sent concerné. Je pense qu'ici, il faut plus de personnes et je soutiens entièrement les gens qui se comportent de façon pacifique dans ce mouvement. C'est émouvant de voir autant de gens se mobiliser pour ce qu'ils croient et ce qu'ils veulent et ne pas avoir peur de sortir, prendre position, descendre dans la rue, montrer leur visage et ne pas se contenter d'être des militants de salon. Le chef de l'exécutif hongkongais est beaucoup moins enthousiaste. Il appelle Occupy Central, la principale organisation pro-démocratie, à mettre fin sans délai au mouvement pour permettre à la ville de retrouver un fonctionnement normal. Les fondateurs d'Occupy Central ont dit à plusieurs reprises que si le mouvement devenait incontrôlable, ils appelleraient à y mettre un terme. Je leur demande maintenant de respecter leur engagement et de mettre immédiatement fin à leur campagne. Mais le mouvement ne compte pas s'arrêter là et fait parler de lui par-delà les frontières. Londres appelle à l'ouverture de discussions constructives et Washington a enjoint autorités et manifestants à la retenue. Sans surprise, la Chine apporte un soutien univoque au gouvernement d'Hong Kong et met en garde les Occidentaux. Nous voulons souligner que Hong Kong est l'une des régions administratives spéciales de la Chine. Les affaires de Hong Kong sont purement des affaires intérieures de la Chine. Nous exigeons donc que les pays concernés fassent preuve de prudence avec leurs paroles et leurs actions, qu'ils ne s'impliquent pas ou ne s'ingèrent pas dans les affaires intérieures de la Chine. Étudiants et lycéens sont le fer de lance de ces manifestations, lancées pour dénoncer ce que nombre de Hongkongais perçoivent comme une mainmise grandissante de Pékin sur les affaires locales. La désobéissance civile est en marche. Et on passe tout de suite à l'actualité sportive. Et l'actualité sportive, c'est simple, ce soir, c'est du football, tout simplement. Bonsoir, Lise Barenbaum. Alors, on va parler de la Ligue des Champions, deuxième soirée. Quelle soirée! Là, on a de grosses affiches ce soir. On va commencer par le PSG qui reçoit Barcelone. Le Paris Saint-Germain, on peut dire en mauvaise posture? Oui, ça va pas très bien pour Paris qui a encore concédé un match nul contre Toulouse le week-end dernier. Ils sont donc relégués à 5 points du leader de la L1 Marseille. Ils sont 4e du classement, quand même invaincus, mais on en est à 5 matchs nuls en 8 rencontres. Ils n'arrivent pas à enchaîner 2 victoires consécutives en fait. Et puis on se rappelle déjà de ce match nul contre l'Ajax d'Amsterdam en Ligue des Champions qui a quand même tempéré l'enthousiasme du PSG. Alors beaucoup s'interrogent sur le sort de Laurent Blanc qui est quand même publiquement soutenu par son président de club Nasser El-Khelaifi, ce qui n'est pas toujours bon signe pour un entraîneur. Le test, ça sera donc vraiment ce soir, mais on évoque déjà des noms pour lui succéder, comme le Brésilien Leonardo. En fait, on reproche à Blanc d'avoir trop ménagé les égos de ses stars et on lui reproche la mauvaise passe du PSG depuis avril dernier et l'élimination en quart de finale de Ligue des Champions contre Chelsea. Mais Blanc reste quand même plein d'espoir pour ce soir. Je vous propose de l'écouter. Je pense que le Paris Saint-Germain retrouvera son niveau
et retrouvera ses performances de l'année dernière par le jeu. Par le jeu, parce que c'est notre philosophie, ça a très bien marché l'année dernière. Je pense que les joueurs sont contents de jouer dans ce système-là, avec cette philosophie-là, et Dieu sait que demain on va rencontrer, j'allais pas dire nos maîtres, mais presque, parce que eux, cette philosophie, ils l'ont depuis 30 ans ou 40 ans, et on voit là où ça les a menés. Donc c'est par le jeu qu'on y arrivera. Ouais, c'est par le jeu, mais le problème c'est que pour jouer ce soir, il n'y a pas Zlatan à Paris. Et oui, Zlatan ne sera pas sur la pelouse du Parc des Princes parce qu'il souffre d'une blessure au talon gauche. Alors il a déjà marqué 5 buts pour le PSG en ce début de saison, mais il joue plus depuis le 21 septembre, le match contre l'OL. Et à ce forfait s'ajoute l'absence prolongée du capitaine Thiago Silva qui lui a été touché à la cuisse à la mi-août. Donc ce soir, c'est à Cavani, à Moura, à Pastore de montrer qui peuvent faire sans le footballeur suédois. En tout cas, l'absence de Zlatan rassure quand même assez bien les Catalans. On va écouter Jérémy Mathieu. Les avantages de ne pas jouer contre Ibra, c'est qu'il influe beaucoup sur le jeu du Paris Saint-Germain. Et on sait que c'est un très grand joueur et qui fait la différence pratiquement dans tous les matchs. Moi, je suis un peu la Ligue 1 et quand il n'est pas dans cette équipe, on voit que Paris a un peu plus de difficultés à gagner ses matchs. Après... Voilà, pour nous, c'est un avantage. Pour eux, ça sera un petit peu plus compliqué. Voilà, le Barça qui n'a pas de souci d'effectif. Tout le monde est là. Ce soir, on vient de voir la composition d'équipe. Et il va bien en plus, le Barça. Il va très bien, le Barça, puisqu'ils ont gagné 6-0 ce week-end contre Grenade avec un doublé de Messi, un triplé de Neymar. Donc, ils seront là ce soir. Ils sont premiers du championnat espagnol avec 18 buts inscrits et 0 encaissés. Donc, pour rappel, ils ont déjà éliminé le PSG en Ligue des Champions. C'était il y a 2 ans, en quart de finale. Ouais. Alors on a presque un résultat à donner là pour finir. Oui, on a un match qui vient de se finir, c'était le Bayern Munich contre le CSKA Moscou. Munich qui gagne 1-0, c'est sa deuxième victoire après Manchester City, un match un peu spécial qui s'est joué à huis clos puisque Moscou écopait d'une sanction de la part de l'UEFA à cause de cris racistes qui ont été scandés dans ses tribunes l'année dernière, ce qu'a beaucoup déploré Pep Guardiola, l'entraîneur du Bayern. Mais c'est comme ça et c'est donc Munich qui a gagné. Et ben voilà, c'est assez rare, c'est vrai en Ligue des Champions d'avoir des matchs à huis clos. Merci Lise Barenbaum, l'actualité sportive donc chaque soir. Grâce à vous. On va maintenant terminer avec des images étonnantes. Un transfert autorisé entre la bande de Gaza et la Jordanie via Israël. Eh bien, ce sont les lions du zoo de Gaza. 3 lions qui avaient été blessés lors de la dernière opération bordure protectrice car le zoo de Gaza se trouvait en pleine zone de combat. Eh bien, ces 3 lions, grâce à une association humanitaire qui vient en aide aux animaux sauvages, ont pu être transférés. Donc aujourd'hui, vous le voyez sur ces images, depuis Gaza vers la Jordanie où ils vont être soignés. Israël a autorisé donc leur passage sur son territoire via le poste frontière entre Gaza et Israël. Voilà, on va se retrouver dans un instant pour le débat du Grand Direct, les relations entre Obama et Netanyahou, et donc entre Israël et les États-Unis, où en sont-elles? On en parle dans un instant, à tout de suite.